Bonjour à tous. La semaine dernière, les sénateurs de la commission spéciale sur la lutte contre le système prostitutionnel ont auditionné des représentants du syndicat du travail sexuel et de l'association ACT UP Paris. Objectif de cette commission spéciale, examiner au fond la proposition de loi socialiste qui vise à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel. Une proposition de loi qui s'est fait avant tout connaître car elle pénalise le client des prostituées. Mais plus largement, ce texte propose une lutte contre le proxénétisme qui est renforcé, propose également une protection des victimes de la prostitution et un véritable parcours de sortie de la prostitution. Alors, qu'en pensent ceux qui se revendiquent comme des travailleurs sexuels? Réponse dans cette table ronde qui s'est tenue la semaine dernière au Sénat. Bien, nous allons pouvoir commencer, mes chers collègues. Tout d'abord, vous dire que nous accueillons ce matin donc Madame Morgane Merteuil, c'est ça, secrétaire général, oui, voilà, du STRAS, et Monsieur Thierry Schaffhauser. Oui, bonjour. Voilà, ainsi que Madame Cécile Lhuillier, coprésidente d'ACT UP Paris. Alors peut-être, avant de donner la parole à nos invités, premièrement, nous excuser auprès donc des membres de la commission. Nous avons été obligés de modifier quelque peu les horaires d'audition du fait donc des déclarations donc, du gouvernement cet après-midi au Sénat. Donc ça nous a un petit peu obligés à changer nos horaires. Je voudrais remercier nos invités d'avoir su s'adapter à ce changement d'horaire. Alors peut-être avant de vous donner la parole, je souhaiterais quand même, à l'adresse des journalistes ici présents, rappeler que nous avons donc poursuivi nos auditions, parce que nous les avions commencées, poursuivi nos auditions pendant la période de suspension du mois de mars. Nous avons travaillé pendant cette période de suspension. Et donc ça me permet de rappeler que nous ne commençons pas aujourd'hui. Je souhaite peut-être faire un point rapide des travaux. Depuis le 19 février, puisque c'est la date de constitution et de départ de notre mission, Laurence Rossignol, rapporteur, a procédé à 22 auditions. Déjà, 22 auditions. Je crois que nous avons tous pu constater que le texte dont nous sommes chargés suscite des réactions très diverses et soulève des questions complexes qui, je le dis très clairement, ne se résument pas au seul aspect pénal. Nous nous sommes également, donc, pendant ce temps, rendus à l'hôpital Ambroise Paré, à Boulogne-Billancourt. Nous avons rencontré des représentants des milieux hospitaliers et associatifs qui mènent un travail remarquable de terrain pour améliorer l'accès aux soins des personnes prostituées. Une délégation de la commission s'est aussi rendue la semaine dernière à la brigade de répression du proxénétisme. Enfin, certains des membres de la commission ont pu participer à des maraudes organisées par l'association des Amis du Bus des Femmes, que je tiens à remercier. D'autres maraudes seront organisées dans les semaines à venir. Notre travail de réflexion se veut très approfondi. Je rappelle d'ailleurs qu'une mission d'information avait travaillé l'an passé au Sénat pendant 9 mois sur la situation sanitaire et sociale des personnes prostituées, dont une des rapporteurs, en dehors de moi-même, était Madame Joanneau. C'est vous dire, Mesdames, Messieurs, combien le Sénat s'attache à entendre toutes les personnes concernées ou susceptibles de contribuer à la réflexion. Voilà. Je rappelle à nos collègues que nous avons prévu des auditions jusqu'à peu près fin du mois de mai. Voilà ce que je pouvais dire en introduction pour rappeler notre démarche. Et donc, sans plus tarder, parce que je crois que ce n'est pas utile, je vais donner la parole à nos invités pour qu'ils nous disent comment ils appréhendent ce texte donc, qui nous vient de l'Assemblée nationale, sur lequel déjà des débats ont eu lieu. Et ensuite, eh bien, les collègues ici présents, la rapporteure ou moi-même, vous poseront des questions complémentaires. Donc, je donne la parole à qui veut bien commencer. Madame Merteuil, oui, je vous en prie, vous avez la parole. Si sur le... Voilà, c'est bon. Ouais, ok. Je voudrais juste faire un petit point d'abord peut-être pour présenter le STRAS, pour voir d'où on parle et d'où on a tel regard sur la loi, sur la proposition de loi. Donc le STRAS est une association à vocation syndicale créée en 2009. L'idée de départ était de permettre d'une part aux travailleuses du sexe de reprendre la parole dans les débats qui les concernent, parce que la plupart du temps, les décisions les concernant sont prises sans consultation avec elles et eux, donc ce qui va mieux depuis notre création.
l'expression. Et le but essentiel est donc la défense des droits des travailleuses du sexe. Donc, ce qui passe par des prises de contact, bon, déjà par le fait qu'on est nous-mêmes travailleuses du sexe, et pour les personnes non membres du syndicat, qu'on peut rencontrer soit par des tournées de rue, soit par des prises de contact via les sites internet, ce qui fait que sur une année, on est quand même en contact avec des centaines de travailleuses du sexe qui régulièrement nous font des retours de la situation telle qu'elles la vivent elles, que ce soit elles personnellement ou tel que ça se passe dans telle rue ou dans telle ville, etc. Donc on a régulièrement des retours sur les violences, que ce soit des cas d'exploitation, que ce soit des violences, coups et blessures, souvent dans l'idée de prendre de l'argent à la travailleuse du sexe, que ce soit des viols ou même des choses, des violences policières également, ou même des choses plus graves. Pour ce faire, on a notamment un programme juridique avec 2 personnes juristes qui assurent un suivi de dossier individuel des personnes qui nous demandent de l'aide. Donc ça va aller de la régularisation pour les personnes sans papier, notamment lorsque dans le cadre si elles ont été victimes d'une infraction pénale, justifier le fait qu'elles puissent rester sur le territoire pour que le procès contre leur agresseur puisse être mené à bien. Ça va à la constitution de partie civile aux côtés de travailleuses du sexe victimes de violences et surtout à la transmission du savoir sur les droits aux travailleuses du sexe afin qu'elles puissent elles-mêmes s'emparer de ce savoir et soient en mesure de se défendre face aux abus dont elles peuvent être victimes. Donc nous, c'est d'ici qu'on parle avec cette expertise, qui est également une expertise complétée par les différentes relations qu'on a d'une part avec d'autres associations en France qui travaillent sur la question, donc par exemple le Bus des femmes, par exemple Médecins du Monde, par exemple Act Up Paris, par exemple Cabiria, Griselidis, Autre Regard, etc. Et également des associations à l'international, et c'est là que ça devient intéressant pour le point qui nous contacte aujourd'hui, le point qui nous rassemble aujourd'hui, des associations avec des travailleuses du sexe de Suède. Donc on a également un regard, une expertise de par ce que nos collègues suédoises nous racontent sur cette loi. Donc voilà, à partir de cette position d'expertise, notre regard sur la proposition de loi est évidemment un regard très critique. On ne propose pas d'amender la loi, la proposition, on veut son retrait pur et simple puisqu'on considère qu'il n'y a rien de bon dans cette loi. Les revendications du STRAS sont l'abrogation du délit de racolage. Alors en effet, cette abrogation est prévue dans la proposition de loi. En revanche, rien n'est dit sur notamment la possibilité pour les autorités locales, donc les maires et les préfets, de passer des arrêtés municipaux au niveau local. On a vu récemment dans l'Hérault, notamment, il y a eu énormément d'arrêtés pour interdire la prostitution sur les routes départementales ou dans certaines villes comme Nîmes, etc. Donc oui, le délit de racolage serait abrogé, mais à la place, on aurait 36 000 arrêtés municipaux qui le remplacent. Et dans cette loi, il n'y a absolument rien là-dessus. Donc nous, nos craintes, c'est que ce qui est prévu comme un échange abrogation du racolage contre pénalisation des clients est finalement comme conséquence qu'on se retrouve avec des arrêtés municipaux pénalisant directement les travailleurs du sexe en même temps qu'une pénalisation des clients, c'est-à-dire un régime purement prohibitionniste. D'autre part, nos autres critiques de la loi, bon, il y a la pénalisation des clients, bien évidemment, à laquelle on est opposé parce que toute mesure d'ordre prohibitionniste, qu'elle vise la travailleuse du sexe ou son client, elle vise l'activité qu'exerce la travailleuse du sexe et du coup pousse à la clandestinité, pousse à la précarité, ce qui va faire prendre des risques plus élevés aux personnes qui exercent cette profession. Encore, ce qu'on sait, c'est que les effets se font déjà sentir. Parce que avec tous les débats, ça a déjà commencé à créer un certain climat de peur autour de la possibilité d'exercer ou pas cette activité, notamment dans la rue. Les personnes qui travaillent dans la rue ont déjà été fortement précarisées ces derniers mois. Les violences ont déjà augmenté. Il y a une travailleuse du sexe chinoise qui a été assassinée la semaine dernière. Évidemment, personne n'en a entendu parler. Parce que les personnes déjà exercent dans la clandestinité et
Et alors souvent on entend que de toute manière ça pourrait pas être pire. Non, en effet ça pourrait pas être pire parce qu'aujourd'hui les meurtres, les violences envers des travailleuses du sexe, ça pourrait pas être pire. Maintenant, l'idée c'est peut-être de se diriger vers un mieux plutôt que de garder ce statu quo qui est pire. C'est absolument pas ce que propose cette proposition de loi, puisque si on voulait quelque chose pour aller vers un mieux, il faudrait favoriser la possibilité pour les travailleuses du sexe de défendre leurs droits face à des personnes qui veulent exercer des violences à leur encontre, leurs droits face à des personnes qui veulent exploiter des travailleuses du sexe, les priver de leur liberté, face aux abus policiers, etc. Et donc pour ça, il faut faire un travail en amont. Le travail, il n'est pas à faire sur la prostitution. Le travail, il est à faire en amont. Il est à faire contre la précarité. Il est à faire contre la transphobie. Il est à faire contre le fait que des personnes sans papier n'aient aucun droit en France. Le travail, il est à faire là. Et aujourd'hui, cette loi ne propose absolument pas ça. Un exemple qui pour moi résume bien l'esprit, et je pense que j'arrêterai là parce que ça résume tout à fait, c'est l'article sur la prostitution étudiante. J'ai commencé à exercer le travail du sexe quand j'étais étudiante, donc je sais de quoi je parle. Il y a énormément, en effet, d'étudiantes qui se prostituent pour payer leurs études. Parce que notamment, les loyers dans les villes étudiantes sont inaccessibles. Et les frais d'inscription ont tendance de plus en plus à augmenter, notamment depuis la loi d'autonomie des universités. Maintenant, suite à ça, ce qui est proposé dans la loi, c'est de mettre plus de cours sur la marchandisation du corps dès l'école et dès le collège. Rien sur la précarité étudiante. Non, les étudiantes, elles n'ont pas besoin du cours sur la marchandisation du corps. Si elles se prostituent, c'est pas parce qu'elles savent pas que vendre des services sexuels, c'est faire la pute. C'est parce qu'elles n'ont pas de fric pour payer leur loyer. Et ça résume l'esprit de la loi. On veut faire du moral, apprendre que c'est pas bien d'acheter un service sexuel. Non, ce qui est pas bien, c'est qu'il y a des femmes qui crèvent de faim et qu'il n'y a rien qui est fait pour elles. Et nous, ce qu'on attend, c'est des mesures de droit pour favoriser le changement d'état civil pour les personnes trans, parce que à cause de ces difficultés, elles ne peuvent pas accéder au monde du travail. Des régularisations massives de personnes sans papier qui leur permettent également d'accéder au travail. Des politiques pour favoriser l'engagement professionnel des femmes avec une véritable égalité de salaire, des politiques pour aider les mères isolées qui très souvent également se prostituent parce que les aides sociales ne sont pas suffisantes, des politiques sociales et non pas une réponse pénale à une situation qui est avant tout une situation de précarité. Et je m'arrêterai là. Je vais vous donner la parole tout à l'heure, on aura certainement des questions. Simplement, vous avez dit donc vous êtes association loi de 1901. Oui. Vous avez combien d'adhérents? On est autour de 500. Environ 500. Adhérents, donc personnes qui cotisent annuellement. Après, comme je disais, au niveau des personnes rencontrées, c'est plutôt je dirais autour de 2-3 000 de personnes avec qui on est en contact, à qui on diffuse l'information, qui ont accès, à qui on a accès. On aura des questions certainement. Je vais laisser la parole. Je vous en prie. Ok. Donc je vais enchaîner en parlant plus de la proposition de loi en tant que telle. En fait, je vais commencer tout simplement en disant que le postulat de départ de la proposition de loi, il est faux. C'est-à-dire que le postulat de départ, c'est de dire déjà qu'il y a 20 000 prostituées en France. Donc ça, ce chiffre, déjà, il est faux. Par exemple, vous pouvez, si vous regardez la file active de Médecins du Monde, hein, qui intervient uniquement sur Paris, Poitiers, Montpellier et Rouen, donc 4 villes seulement en France, Médecins du Monde rencontre 20 000 prostituées en France, dans le travail de rue, sur 4 villes seulement. Donc on voit bien que le chiffre de 20 000 prostituées au niveau national, déjà, il est vraiment sous-estimé. Moi, par exemple, le site internet sur lequel je travaille, enfin sur lequel je passe mes annonces, on est 5000 hommes. Oui, non, je pense qu'il y a, enfin, et je pense qu'il y a plus que le travail de rue. Je pense qu'aujourd'hui, le travail, par exemple, des escortes sur Internet est majoritaire. Le travail de rue, aujourd'hui, il est minoritaire. Donc, en fait, on est, en fait, ce chiffre-là, il est que basé sur la répression du travail de rue. Donc, je ne sais pas combien on est en France, puisque je ne vais pas inventer des faux chiffres, mais en tout cas, on est beaucoup plus que 20 000. Et je pense que la raison pour laquelle on continue depuis 30 ans à parler de 20 000 prostituées en France, c'est simplement pour se comparer avec des pays voisins, pour dire, regardez, en France, on est super, on arrive à faire des lois qui parviennent à réduire le nombre de prostituées, alors qu'en fait, le chiffre est complètement bidon. Alors ensuite, il y a un deuxième chiffre qui est complètement faux, c'est le chiffre de 90% de victimes de la traite.
Alors ce chiffre, il est faux parce que à la base, on parle de 80% de migrants dans le travail de rue, dans les grandes villes de France. Donc ça, effectivement, c'est vrai. Et il y a environ 80% de migrants dans le travail de rue. Sauf que le travail sexuel, ça ne concerne pas que la rue. Et ça ne concerne pas que les grandes villes. Et par ailleurs, on ne peut pas amalgamer comme ça, sans aucune justification, sans aucune preuve, sans aucune méthodologie, que toutes les migrantes sont victimes de la traite. Je ne sais pas pourquoi 100% des migrantes seraient victimes de la traite. Non, ça se voit. Enfin, je sais qu'en Suède aussi, ils prétendent la même chose, mais en fait, quand on prétend que 100% d'une population est comme ci ou comme ça, en général, c'est plutôt qu'il y a des raisons idéologiques derrière, et ça ne correspond pas forcément à la réalité. Et en tout cas, de l'expertise que nous on a du travail sexuel, et en particulier avec nos collègues migrantes, on peut vous assurer que la majorité des travailleurs du sexe ne sont pas victimes de la traite. Donc ça, c'est deux présupposés de la proposition de loi qui sont complètement faux. Et qui pourtant justifie l'ensemble de la loi. Alors ensuite, j'ai enchaîné sur la question de la santé et des violences, etc. Il y a une citation du rapport de l'IGAS dans la proposition de loi, dans l'exposé des motifs, qui est complètement tronquée, puisque l'IGAS précise bien que ce sont les conditions de travail des travailleurs du sexe qui font qu'on puisse être dans une situation de violence ou dans des conditions de santé mauvaises. Et ce n'est pas la prostitution en tant que telle qui fait qu'on serait vulnérable par rapport à d'autres citoyens ou travailleurs. Et le rapport de l'IGAS est très clair quand il dit qu'il n'y a pas une mais des prostitutions, pour justement préciser qu'il y a plein de personnes qui vivent très bien avec ce travail. Et donc ça veut bien dire qu'en fait le problème c'est pas la prostitution en tant que telle, le problème c'est les conditions de travail dans lesquelles on l'exerce. Et donc du coup ça remet en cause aussi un des postulats de cette loi qui vise à interdire tout travail sexuel, toute prostitution, et qui vise pas du tout à améliorer nos conditions de travail, puisqu'en fait, je pense que dans l'esprit du législateur, en fait, peu importe les risques de conséquences néfastes qui augmentent, puisque le but, c'est que la prostitution disparaisse. Et je pense que d'ailleurs, c'est un vœu un peu naïf, parce que je pense qu'on ne disparaîtra pas, étant donné en plus que les causes du travail sexuel, c'est pas que la demande des clients, c'est peut-être aussi que nous, on a le désir de gagner de l'argent de cette façon-là. Et peut-être qu'il faudrait effectivement voir les causes au niveau sur la question économique pour résoudre ces problèmes-là. Par ailleurs, je pense que pénaliser la sexualité entre adultes consentants, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis la dépénalisation de l'homosexualité en 81. Je trouve ça assez dangereux de penser, de vouloir comme ça tout d'un coup recriminaliser la sexualité. Entre adultes consentants, ouais. Je pense que c'est dangereux aussi parce que ce serait considéré que les travailleurs du sexe seraient des personnes qui n'ont pas la même capacité que n'importe quel autre citoyen, n'importe quel autre adulte. Et ce qui me fait beaucoup peur avec cette étape de la pénalisation des clients, c'est que l'étape derrière, c'est justifier notre incapacité. Alors peut-être, je vois effectivement des risques de pathologisation, vu qu'il y a beaucoup de discours qui tendent à essayer de prouver que en fait on serait traumatisé ou que on aurait des problèmes de santé ou de choses comme ça qui font qu'on n'est pas autant capable de pouvoir se défendre face à un client, ou pas, on ne serait pas capable d'exprimer notre consentement comme les mineurs de moins de 15 ans finalement. Donc ça m'inquiète beaucoup en fait aussi, et je me dis pourquoi pas nous retirer le droit de vote pendant qu'on y est, puisqu'on veut l'État interviendrait pour nous empêcher d'avoir des rapports sexuels avec nos clients. Je trouve ça un peu assez violent en fait. J'enchaînais avec la question du racolage des arrêtés. Morgane en a beaucoup parlé. Effectivement, pardon, je vais éteindre mon portable, j'ai oublié de l'éteindre. Ouais, s'il te plaît. Excusez-moi pour ça. Donc oui, Morgane a parlé de la question du racolage. Effectivement, ce serait le seul article qui serait intéressant pour nous, c'est l'abrogation du délai de racolage. Sauf que dans ce même article, il est précisé que les maires auront toujours le pouvoir d'interdire notre présence sur la voie publique. Donc là, du coup, ça sert à rien. Hein. Je veux dire, si c'est remplacer une pénalisation au niveau national par une pénalisation au niveau local, pour nous, ça revient au même. Et donc, du coup, l'intérêt de la loi qui est de dépénaliser le racolage, on le voit plus. Hein. Ensuite, sur les migrantes, alors effectivement, il y aurait un autre aspect qui pourrait être intéressant, ce serait le fait de donner un droit au séjour pour les travailleurs du sexe migrant.
Mais comme ce droit, il est conditionné à l'arrêt de la prostitution, bah, du coup, là, c'est pareil, ça limite énormément la portée de ce droit. Je trouve que c'est assez particulier aussi de conditionner un droit à, à l'arrêt d'une activité qui, par ailleurs, est légale. Hein. Je vous signale qu'on est aussi même imposable sur notre travail. Donc, ça, c'est un peu bizarre que d'un côté, on paye des impôts sur une activité qui, en tant que telle, est légale. D'ailleurs, si le racolage n'est plus pénalisé, on pourra d'autant plus l'exercer. Mais de l'autre côté, on va conditionner un droit à l'arrêt de cette même activité qui est légale. Et par ailleurs, je pense que c'est... si on vise à aider les victimes de la traite, il faut savoir que la plupart des victimes de la traite, même une fois qu'elles ont échappé à l'emprise d'un proxénète, dans la majorité des cas, elles continuent le travail sexuel parce qu'elles ont toujours besoin du travail sexuel comme ressource économique. Donc en fait, là, les personnes qui seraient visées pour pouvoir, enfin, qu'on voudrait aider le plus, justement, elles n'auraient pas accès à ce droit-là. Donc je pense qu'il faut vraiment supprimer toute conditionnalité. Un droit, ça doit être un droit universel pour tout le monde et on n'a pas à limiter l'accès à un droit. D'autant plus que, du coup, les conditions des personnes qui, là, je pense aux victimes de la traite en particulier, c'est vraiment le meilleur moyen pour les décourager d'aller se signaler aux autorités, de prendre, parce que peut-être que ce que les législateurs souvent ignorent ou oublient, c'est que il y a un désir de migration. C'est-à-dire que la majorité des victimes de la traite ne sont pas kidnappées. En réalité, elles sont trompées dans leur parcours migratoire. Et donc, on peut pas faire comme si elles n'avaient pas un désir de migration. Et donc, en fait, quand on conditionne l'accès à des papiers ou que même que ce titre de séjour il n'est que de 6 mois, c'est-à-dire qu'il est très précaire et qu'après ces 6 mois-là, peut-être qu'elles vont être reconduites à l'extérieur du territoire. Enfin, je me rappelle plus exactement la reconduite à la frontière, ouais, c'est ça. Là, on les aide pas, quoi. Et je pense on résout pas du tout les problèmes qu'elles rencontrent. Effectivement, la plupart des migrantes ont besoin de papiers. Effectivement, si elles avaient des papiers, elles auraient plus de possibilités d'options économiques et de choix, et elles pourraient envisager de faire un autre travail si elles le souhaitent. Mais là, en fait, on est en train de décider à leur place. Et en plus, ce que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce qu'on essaierait, pourquoi est-ce qu'en fait on ferait ça nous on voit ça comme une forme de chantage en fait. On comprend pas pourquoi il faudrait conditionner quelque chose pour des personnes qui sont victimes. Si soit d'un côté la loi dit toutes les migrantes elles sont victimes et donc dans ce cas-là on met pas de conditionnalité et on aide toutes les migrantes, soit on dit il y a des victimes qui sont plus méritantes que d'autres et donc celles qui en plus vont faire l'effort d'arrêter la prostitution, elles auront peut-être des droits et les autres non. Dans ce cas-là, il faut dire clairement, le but c'est de lutter contre la prostitution, il ne faut pas prétendre de vouloir lutter contre la traite. Donc pareil, le volet social, dont Morgane en a un petit peu parlé, dans cette loi, il n'y a rien qui est précisé, on n'a même pas de montant et c'est pas budgétisé, donc on ne sait même pas à quoi, comment on va être aidé. À un moment donné, on a parlé d'une allocation, j'ai l'impression que, je ne sais pas si c'est toujours l'ATA, mais bon, pareil, 330 € par mois, pour nous, c'est pas ça qui va faire qu'on va arrêter le travail sexuel. Parce que c'est très difficile de vivre avec 330 € par mois. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais je pense qu'il y a tout le monde dans la communauté trouve que c'est assez méprisant même de proposer ça. Et donc par ailleurs, oui, donc il y a rien par exemple sur les trans. Nous on aimerait bien par exemple que il y ait le droit au changement d'état civil pour les trans parce que effectivement quand on a des papiers qui correspondent pas à son identité de genre, effectivement on est très fortement discriminé sur le marché du travail et une des raisons pour lesquelles les trans sont très fortement présentes dans l'industrie du sexe, c'est parce qu'elles sont exclues du marché du travail. Donc soit on s'attaque à la transphobie et on donne le droit aux gens de pouvoir changer d'état civil sans conditionnalité d'opération, etc. Voilà, là il n'y a rien sur les droits des trans dans la loi. Donc sur les sans-papiers, c'est pareil, nous on revendique la régularisation de tous les sans-papiers. Là, on conditionne un droit qui est précaire, qui sera. J'ai l'impression que le but c'est que ce soit pas appliqué en fait. En plus c'est à l'arbitraire des préfectures, donc on sait très bien que la plupart des migrantes ne seront pas régularisées. Et donc du coup continueront le travail sexuel. Hein. Il n'y a rien par exemple sur la retraite, le droit à la retraite.
Donc, effectivement, il y a plein de femmes de plus de 60 ans, par exemple, qui aimeraient bien pouvoir arrêter le travail sexuel, sauf qu'aujourd'hui, elles ne peuvent pas le faire parce qu'elles n'ont pas de retraite. Donc ça, ce serait peut-être un truc à envisager si vous voulez vraiment aider des gens à arrêter le travail sexuel. Bah là, en fait, ça y est pas. Donc Morgane a parlé des étudiants, effectivement, il n'y a rien sur un revenu étudiant, il n'y a rien sur le logement étudiant, il n'y a rien sur des bourses, de meilleures bourses pour les étudiants. On parle de cours de sensibilisation, effectivement, c'est pas ça qui va régler le problème de la précarité. Il y a un article sur le blocage de l'accès au site internet. Donc là, on voit bien qu'encore, on est dans la prohibition et que le but, c'est de nous empêcher de travailler. Et je vois vraiment pas en quoi ça va aider à lutter contre la traite, parce qu'en fait, cet article est présenté comme... D'ailleurs, c'est le seul article, je crois, qui concerne la lutte contre la traite des êtres humains. Et du coup, c'est... Enfin voilà, je vois vraiment pas ce que ça va apporter. Tout ce que ça va apporter, c'est que voilà, on va devoir continuer à utiliser des mots codés, à devoir continuer tous les 3 mois, on va être censuré à chaque fois, parce que par exemple, cette situation, on la connaît déjà parce que c'est ce qui se passe en France. Donc en fait, cet article, il vise à bloquer l'accès aux sites qui sont basés à l'étranger. Donc par exemple, le site sur lequel moi je mets mes annonces, il est basé à Amsterdam. Et donc l'idée, c'est que si l'accès à ce site, il est bloqué, bon, ben, on va faire comme avec les sites français qui existent aujourd'hui, c'est-à-dire que tous les 3 mois, on est obligé de refaire une annonce parce que soit on est dénoncé, soit le propriétaire du site nous dit bah, tel mot codé, maintenant on ne peut plus l'utiliser parce que par exemple, relaxation et détente, ça allait à un moment donné, ça passait au travers, maintenant c'est trop connoté, on comprend trop ce que ça veut dire, donc faut trouver un autre mot. Et tous les 2 mois, tous les 3 mois, machin, on trouve un autre mot. Et du coup, bah, tous les 2 mois, tous les 3 mois, on repaye le même abonnement à l'année. Et donc ça, en fait, c'est une augmentation de l'exploitation. Donc en fait, la prohibition, ça nourrit l'exploitation. C'est ça qu'il faut comprendre, en fait. Pareil, si vous voulez pénaliser les clients, bon, là, je vais venir à la pénalisation des clients. Effectivement, bon, voilà, effectivement, ça tombe bien. Plus on nous empêche de travailler, plus effectivement on augmente l'exploitation. C'est ce qu'on constate déjà à l'heure actuelle. Par exemple, sur la question de l'accès au logement, à cause du fait que nos propriétaires sont considérés comme des proxénètes, bah, du coup, il y a plein de collègues qui soit sont discriminés dans l'accès au logement, soit même pour travailler, pour avoir un studio, pour recevoir des clients, bah, il faut payer 2 fois, 3 fois le prix du marché à des loueurs qui vont dire moi je veux bien, mais étant donné les risques que j'encours, bah, c'est un coût supplémentaire. Donc pareil, si on pénalise les clients, va falloir passer par des intermédiaires. Je dis ça, mais en fait, c'est une réalité qui est déjà en fait en train de se mettre en place. Par exemple, au niveau de la communauté chinoise, c'est déjà ce qu'on constate parce que il y a déjà moins de clients, parce que les clients ont peur du fait que les médias parlent beaucoup de cette proposition de loi. Et donc, on constate déjà qu'il y a des rabatteurs, des gens qui proposent des services pour faire l'intermédiaire entre nous et les clients. Donc, si le but de la loi, c'est de lutter contre l'exploitation, là encore, c'est complètement contre-productif. Cette pénalisation des clients, elle a plusieurs conséquences négatives. On a plein d'exemples, on a en tout cas des pays qui l'ont déjà adopté. Effectivement, si vous tenez seulement au rapport officiel du gouvernement suédois, vous pouvez vous dire la Suède c'est un paradis, il n'y a plus de prostitution, là il n'y a plus de traite, etc. Maintenant, si vous écoutez les travailleurs du sexe en Suède, là vous allez peut-être entendre d'autres choses. Si vous écoutez les chercheurs indépendants qui sont nombreux et qui ont fait beaucoup de rapports sur la situation dans ce pays-là, il y a beaucoup de choses qui sont critiquées. Donc, par exemple, la question de la précarisation. Ça paraît très bête, hein, mais si on a moins de clients, bah, du coup, c'est une perte de revenus pour nous. Si sur les 10 clients que j'ai aujourd'hui, bah, il n'y en a plus que 3 qui viennent me voir parce que les 70% ont peur de se faire arrêter, bah, aujourd'hui sur ces 10 clients, peut-être que je vais en sélectionner bah, les 3 meilleurs. Bah, demain, si sur les 3 qui restent, en fait, c'est les 3 pires, bah, je pourrais plus dire non parce que faut que je conserve mes revenus. Et du coup, bah, notre rapport de force par rapport aux clients, il est amoindri. Donc ça, c'est le cas par rapport à la précarisation, mais c'est même chose sur je sais pas, la prévention, sur les pratiques qu'on refuse ou qu'on refuse pas. Donc voilà, il y a la négociation et le rapport de force, il est en notre défaveur dans un système de prohibition. Les violences sont accrues, évidemment. Par exemple, si le client il est stressé avant de monter dans une voiture, il n'y a pas le temps de négocier, il n'y a pas le temps de discuter avec lui. Il va vouloir rentrer tout de suite dans la voiture. En plus, il va falloir qu'on le rencontre dans un endroit qui est à l'écart du regard policier. Donc forcément, ça va amener à devoir travailler dans des endroits plus cachés ou même recevoir les clients dans des endroits plus cachés, dans des endroits où du coup, on va être isolé.
Donc aujourd'hui, dans le travail de rue, il y a encore une forme de solidarité qui existe. Il y a encore des pratiques entre nous qui font que on peut avoir des sifflets, ou on peut s'alerter les uns les unes les autres. On va travailler les uns à côté des autres. Surtout, par exemple, les femmes qui sont en camionnette, elles sont pas très loin, même à pied. Souvent, on est les uns à côté des autres. Si on doit se cacher plus pour conserver notre clientèle, du coup, ces rapports de solidarité et d'entraide pour pouvoir se protéger, ils vont être désorganisés. Donc je pense que c'est plus de violence accrue, et c'est ce qui est constaté. Par exemple, la ville d'Oslo a fait un rapport sur la question des violences, et ils ont montré que les violences avaient augmenté à Oslo. Il y a des rapports similaires dans la ville de Montréal et d'Édimbourg qui avaient adopté une approche similaire dans leur ville. C'est pareil, ils ont constaté une augmentation des violences. Augmentation des contaminations aussi, donc ça je pense que Cécile en parlera plus, mais par exemple en Corée du Sud qui a pénalisé les clients, il y a une étude qui montre qu'il y a une augmentation du nombre de contaminations suite à la pénalisation des clients en Corée du Sud. Et je terminerai aussi par la stigmatisation comme impact de cette loi. En Suède par exemple, il y a le rapporteur, le médiateur suédois contre les discriminations et pour l'égalité, qui, dans un rapport, donc, se démarque du rapport officiel du gouvernement suédois en disant que lui, au contraire du gouvernement suédois, ne considère pas l'augmentation de la stigmatisation ressentie par les travailleurs du sexe comme un effet qui peut être considéré comme positif. Lui, il considère qu'au contraire, c'est un effet négatif. C'est-à-dire que le gouvernement suédois pense que si les travailleurs du sexe se sentent plus stigmatisés, finalement, on peut considérer ça comme un élément positif parce que ça nous incite à arrêter la prostitution. Sauf que nous, on considère qu'en fait, si on se ressent plus discriminé, plus stigmatisé, il faut plutôt voir ça comme une conséquence négative. Donc par ailleurs, il parle aussi du fait que la Suède ne prend pas en compte la réduction des risques. C'est vrai qu'il faut savoir qu'en Suède, par exemple, il n'y a pas d'échange de seringues, la transmission du VIH est pénalisée, donc ils ont une approche de santé qui est, on fait comme s'il y avait, on supprime le risque, comme si l'abstinence et la répression étaient les bonnes solutions en matière de santé, donc que ce soit sur le travail sexuel ou sur l'usage de drogue. Et je pense que c'est assez éloigné des pratiques de santé qu'on a développées en France, notamment avec la santé communautaire sur la question du travail sexuel. La police suédoise elle-même, dans un rapport, je crois que c'est 2012 ou 2013, parle d'une augmentation de la traite. Donc pareil, c'est en contradiction avec le rapport officiel du gouvernement suédois. Et il note par exemple qu'il y a une augmentation d'environ 3 fois plus de salons de massage clandestins dans la ville de Stockholm. Donc là encore, pour un pays où soi-disant la prostitution aurait diminué, où en fait on ne se base que sur ce qui est visible, c'est-à-dire le travail de rue, et en sachant qu'ensuite le travail de rue a toujours été assez faible, étant donné qu'il neige quand même 5 mois par an à Stockholm par exemple. On peut pas dire que, s'il y a 3 fois plus de salons de massage à Stockholm, on peut pas dire que la prostitution elle a diminué en Suède. Elle s'est simplement déplacée, et en plus ça correspond 99 début des années 2000, ça correspond à l'essor des nouvelles technologies comme Internet. Je parle de ça parce que par exemple dans le postulat de départ sur le fait qu'on serait passé de 20 à 80% de migrantes dans le travail de rue en France, l'hypothèse c'est pas que l'idée qu'il y aurait la traite des êtres humains qui serait la cause de ça, comme c'est affirmé dans l'exposé des motifs. Peut-être que ce serait aussi que les Français se travaillent plus en intérieur, utilisent plus les moyens, les nouvelles technologies comme Internet, alors que les personnes qui sont les plus précarisées, dont les migrantes font partie, effectivement, n'ont peut-être pas les mêmes moyens de travailler en intérieur, d'utiliser, d'avoir un ordinateur, etc. Et effectivement, elles sont plus nombreuses dans le travail de rue aujourd'hui. Et donc, retenir comme seule hypothèse que ça doit être parce qu'il y a plus de traite des êtres humains, je pense que c'est quand même, il faudrait peut-être le prouver avant de l'affirmer comme ça, tel que ça l'est dans l'exposé des motifs. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour, mais vous comprendrez que en fait, nous en fait, on pense qu'il faut rejeter la loi complètement, quoi. Le seul truc qui serait bien, c'est peut-être la dépénalisation du racolage, mais même la façon dont c'est présenté, si c'est pour le remplacer par des arrêtés municipaux, c'est nul. Et voilà, en fait, il faut voter contre cette loi, quoi. Merci. Bien, peut-être juste un mot, je ne poserai pas de questions. Vous avez parlé donc du problème des personnes trans. La question, je pense que vous avez raison quand vous parlez de la difficulté que peuvent rencontrer ces personnes. Est-ce que le texte de loi que nous étudions est le bon support pour régler ça? Je ne suis pas convaincu. Je sais que des pays comme l'Allemagne, l'Argentine ont pris des dispositions.
il me semble que ce serait mieux qu'il y ait un texte particulier plutôt que de l'intégrer à ce texte bien marqué qui concerne donc la prostitution. Bon, voilà, c'est une question. Bah, disons qu'après, le problème en politique, il faut savoir saisir les temps. Et comme jusqu'à présent, ça n'a toujours pas été fait, Oui, non, mais... ça fait des années qu'on revendique ça et que c'est toujours pas fait, donc il serait temps de le faire, quoi. Moi, je veux bien que vous me dites c'est pas dans cette loi qu'il faut le faire, mais dans ce cas-là, faut... Au lieu de faire cette loi, vous faites ça. Ouais, voilà. Donc ne faites pas cette loi-là, faites une loi pour les droits des minorités. Voilà, je vais donner... Pardon, madame. Et là, il y aura déjà un grand nombre de personnes qui arrêteront de se prostituer sans avoir besoin d'être passées à du répressif. Je vais donner la parole à madame Lhuillier, pour Act Up Paris. Bonjour, donc comme Morgane l'a fait, je vais commencer par une rapide présentation de la structure que je représente. Donc, Act Up Paris est une association de lutte contre le sida, issue de la communauté homosexuelle. On s'est créé en 1989 et c'est au titre de notre activité de lutte contre le sida qu'on lutte bien logiquement pour l'accès aux droits des travailleurs du sexe et plus généralement de toutes les minorités potentiellement exposées à la pandémie. Donc l'intérêt d'Act Up en particulier et des associations de lutte contre le sida, mais aussi de santé et de santé communautaire en général, pour la question du travail sexuel, et c'est absolument pas nouveau. Dès 2003, on s'était mobilisé contre la mise en place de la loi sur la sécurité intérieure et particulièrement du délit de racolage public. Et à l'époque, on avait fait des prévisions relativement sombres qui malheureusement se sont toutes avérées vraies. C'est-à-dire que la mesure répressive de pénaliser le racolage public allait favoriser les contaminations parce que cette mesure allait pousser les prostituées à exercer de façon dissimulée pour se mettre à l'abri du dispositif policier répressif et donc allait les éloigner des dispositifs d'accès aux soins, aux droits, au dépistage et potentiellement entraver, ce qui n'est pas un détail pour l'activité qui me concerne, entraver leur capacité à imposer le préservatif. Donc force est de constater 10 ans plus tard qu'on avait raison en tout point. Et je dis on parce que c'est pas une vue de l'esprit de Act Up Paris qui a sa réputation d'association turbulente. C'est le point de vue unanime de toutes les associations de lutte contre le sida, de santé et de santé communautaire. Sur la question de la PPL aujourd'hui, en particulier de ce qui est malheureusement devenu sa mesure phare, c'est-à-dire la pénalisation des clients, le clivage, il n'est pas partisan. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a d'un côté des structures qui se disent féministes. Je pense que chacun a sa notion du féministe, et manifestement on n'a pas la même. Et de l'autre côté, il y a les associations de santé, de lutte contre le sida et de santé communautaire. Voilà, je mets quiconque ici. Et des associations féministes qui se réclament sans doute d'un autre féminisme. Voilà, je mets vraiment quiconque au défi de trouver une assoce de lutte contre le sida qui serait pour la pénalisation des clients. Voilà, donc l'opposition des assos de lutte contre le sida et donc d'Act Up à cette mesure précise de pénalisation des clients, elle est issue d'un travail de terrain donc, qui nourrit une expertise. Ce qu'on voit, c'est que toutes les mesures répressives, et qu'elles soient directes ou indirectes à l'encontre des prostituées, donc qu'il s'agisse du délit de racolage qui frappe les putes elles-mêmes ou du projet de pénalisation des clients qui s'attaquera à leurs clients, ce sont des mesures qui vont favoriser les contaminations, donc pour les raisons que j'ai déjà citées. Donc il y a d'une part cette position est donc le fruit d'une part d'une expertise de terrain, mais aussi de rapports d'organisation, à mon sens, plus que sérieuses, à qui on pourra difficilement reprocher d'être au service du lobby mondial proxénète et de l'industrie du sexe. Donc au niveau national, je pense au Conseil national du sida, qui dès 2010 a émis un avis sur la loi de sécurité intérieure, qui est évidemment un avis extrêmement négatif, et qui est allé jusqu'à émettre quelques préconisations, donc notamment de renforcer les droits, en précisant qu'il fallait accorder des droits inconditionnels pour les victimes de la traite. Or, dans la PPL qui nous rassemble aujourd'hui, on n'est pas du tout sur des droits inconditionnels, comme Thierry le rappelait. Les droits pour les victimes de la traite sont conditionnés à l'arrêt d'une activité légale, ce qui par ailleurs juridiquement semble un petit peu insensé. Le CNS recommande également d'assurer la cohérence des politiques publiques en préconisant la tenue d'une conférence interministérielle. Or, en premier lieu, qui s'est emparé de cette question? Le ministère des Droits des Femmes. Quid de la transversalité de la thématique et quid du ministère de l'Intérieur, de la Justice, de la Santé notamment.
Il était également préconisé une approche globale. L'approche globale en termes de lutte contre le sida, c'est un des principes fondateurs, comme la prise en compte de la parole à la première personne. Deux principes fondateurs qui sont complètement exclus de l'actuelle proposition de loi, et principes fondateurs qui, en 30 ans d'épidémie, ont fait la preuve de leur efficacité. Il était également question de soutenir les démarches communautaires. On en est très loin, puisque, au-delà de la baisse globale du financement des associations, à part peut-être le mouvement d'Uni, effectivement, les démarches communautaires sont non seulement pas soutenues, mais en plus ignorées. Les associations de santé communautaire ou le syndicat du travail sexuel, donc je pense que vous êtes ravis comme moi d'être auditionnés aujourd'hui. Malheureusement, je sens que c'est pas la parole qui a été la plus prise en compte, puisque la mesure de pénalisation a finalement été votée à l'Assemblée. Voilà, donc ça c'est pour l'avis du Conseil national du sida qui date de 2010. Je voulais revenir sur le rapport de l'IGAS, donc l'Inspection générale des affaires sociales. Un grand mystère pour nous, acteurs de la lutte contre le sida, c'est comment les partisans de la loi actuelle, du projet de loi, peuvent se réclamer du rapport de l'IGAS. Le rapport de l'IGAS souligne que l'isolement et la clandestinité apparaissent comme des facteurs d'aggravation des risques et en même temps qu'ils restreignent les possibilités d'accès aux dispositifs et moyens de prévention. Voilà, l'isolement et la clandestinité. L'isolement et la clandestinité vont être induits, si la pénalisation des clients est mise en place, ça va induire de l'isolement et de la clandestinité. Donc, voilà, il y a un gros paradoxe à se réclamer du rapport de l'IGAS en étant par ailleurs favorable à la mesure de pénalisation des clients. Il y a également un avis du PNUD, donc du Programme de développement des Nations Unies, petite instance méconnue, qui préconise dans sa page 49 d'abroger toutes les lois qui interdisent aux adultes consentants d'être clients ou acteurs du commerce du sexe, ainsi que celles qui interdisent ce dernier. Donc je veux dire, s'ils préconisent ça, ils préconisent certainement pas de mettre en place des lois de ce type dans des pays où elles ne sont pas encore là. Voilà, quoi d'autre? Donc IGAS, CNS, le récent rapport Morla, qui est alors un peu plus méconnu, parce que là c'est un avis d'expert sur la prise en charge médico-psychologique des personnes atteintes par le VIH, va pas tellement plus loin, mais préconise de mettre en œuvre sans délai les recommandations du Conseil national du sida. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est que d'un point de vue de santé publique, que ce soit les acteurs de terrain ou les experts, tout le monde est opposé à cette mesure. On est dans un cadre où on a d'un côté une idéologie, de l'autre côté des questions de santé publique. Quand c'est opposé, ça porte un nom, ça s'appelle l'obscurantisme. Voilà, sur moi ce que j'ai entendu dans les diverses auditions auxquelles j'ai été convié, c'est qu'il était question pour le législateur de faire un symbole fort, c'est-à-dire de mettre le client, de responsabiliser le client, de lui montrer qu'il était impliqué dans le dispositif prostitutionnel et donc par extension directement responsable de tous les trafics sexuels de la planète. Il y a d'autres moyens, à mon sens, d'impliquer ou de responsabiliser les clients. Il y a une action qui avait été menée entre 2004 et 2007 à Lille par une association qui s'appelait Entracte, qui était basée sur des interactions entre les travailleuses du sexe et les clients, qui était une action de prévention qui responsabilisait le client quant à sa propre santé, quant au risque de contamination, quant à la santé de la travailleuse du sexe qui sollicitait. Alors évidemment, c'était pas les flics qui étaient au centre du dispositif. Le mot d'ordre, c'était pas la répression, c'était la prévention. Et l'action a capoté sans jeu de mots en 2007, faute de financement. Voilà. Donc l'histoire du symbole de responsabiliser les clients qui sont en grande majorité des hommes, ce que je remets pas en question, mais je suis pas la mieux placée pour en parler. Je pense qu'il y a d'autres moyens plus efficaces et surtout moins criminels en termes de santé publique. Je terminerai, le Conseil national du sida, comme l'IGAS, ont également déploré l'absence de données épidémiologiques. C'est vrai que ça fait défaut. Comme le spécifiait Thierry, déjà les chiffres même de la prostitution sont complètement erronés. C'est les mêmes depuis des années. C'est les chiffres de la répression issus des rapports de l'OCRED. Ça n'a jamais été un vrai recensement du nombre de prostituées, juste parce que c'est impossible à faire. Les données épidémiologiques font également cruellement défaut. En revanche, comme vous évoquiez les trans, il y a un bulletin épidémiologique de 2011 qui fait état de 19,2% de taux de prévalence chez les personnes trans s'étant déjà prostituées et de 36,4% de taux de prévalence VIH chez les personnes trans s'étant déjà prostituées et nées à l'étranger. Je ne sais pas si ça peut vous donner la mesure de la catastrophe sanitaire vers laquelle on va si ces mesures répressives sont adoptées. Et donc je rejoins évidemment Thierry Dustras pour vous demander de
voter contre cette loi. Bien, mes chers collègues, je vais donner la parole à ceux qui me le demandent. Madame Masson-Maret m'a déjà demandé la parole, je lui donne bien volontiers. Madame. Monsieur le Président, je suis absolument désolée, on a 2 réunions en même temps et donc je voulais prendre la parole parce que je vais être obligée de m'en aller. Mais je voulais vous dire que je tenais absolument à être présente aujourd'hui pour des raisons assez personnelles en même temps parce que le sujet m'intéresse énormément. En 1990, j'ai été la première personne dans les Alpes-Maritimes à faire la première campagne de prévention du sida au niveau des collégiens et des lycéens, des collégiens et des étudiants. Donc, autant vous dire que le sujet m'interpelle énormément et ma thèse de doctorat d'État portait sur la prévention, la prévention d'une manière générale. Donc, ce sujet m'interpelle au plus haut point. Je vous ai écouté vraiment avec beaucoup d'attention. Beaucoup de vos arguments sont extrêmement pertinents, très intéressants. Au niveau de la santé publique, vous avez, je crois, raison sur beaucoup de points. L'isolement en est un. La pénalisation du client est une grande interrogation et qu'il va falloir que nous, les sénateurs, nous répondions. Donc tout ça, je vais être brève parce que je vais être obligée de m'en aller, je vais laisser la parole également aux autres. Moi, je voudrais vous poser une question. Souvent, on entend beaucoup parler de vos droits. C'est vrai que, comme tout citoyen français ou même personne étrangère qui se livre à la prostitution, vous avez des droits que jamais je ne mettrai en question. Mais vous savez très bien que face aux droits, il y a toujours le problème des devoirs. Et je me pose une question parce que j'ai un petit peu lu ce que vous avez écrit, vous, le Stras, et je me rends compte, par exemple, que vous êtes totalement contre l'ouverture de maisons. Le terme de maison close est un terme banalisé, mais on pourrait trouver d'autres options pour des lieux privilégiés, dirions-nous, ou des lieux spécialisés. Et moi, je pense que tout de même, on ne peut pas rester sans faire aujourd'hui des propositions. Nous sommes une société qui doit évoluer. Il faut prendre en compte tout ce que vous dites. Cette loi est peut-être pas arrivée au bon moment ou sous la bonne forme, mais on ne peut pas non plus rester totalement indifférent à ce qui se passe. Quand je parle de droits et de devoirs, c'est certain que le racolage est une chose qui pose problème. Vous le savez aussi bien que moi. Quand on laisse aux maires prendre certains arrêtés, c'est parce qu'on sait très bien qu'il y a des quartiers qui sont tout de même pénalisés par certaines nuisances, que ce soit sonore, bataille ou autre chose. Donc je pense qu'il faudrait qu'on réfléchisse à ce que vous pouvez accepter et ce que la société peut accepter également. Et je crois que là, il y a un pas à faire en avant, parce que quand vous dites il faut refuser cette loi de façon globale, on peut en discuter. Effectivement, il y a des gros problèmes dans cette loi qu'on ne peut pas accepter. Je suis d'accord avec vous, il y a des amendements à faire, mais il n'y a peut-être pas que ça. Il y a un chemin à faire ensemble, et je crois qu'il va falloir trouver d'autres solutions, parce qu'on ne peut pas être négatif simplement en disant on n'accepte pas. Voilà, c'était juste... mais il faut vraiment qu'on en reparle. Merci, chers collègues. Je vais donner la parole donc successivement à Madame Laurence Cohen, qui me l'a demandé, et à Monsieur Bécaud. Voilà. Oui, moi je vous remercie pour la franchise de vos propos et effectivement pour avoir pris le temps de démontrer finalement ce que vous portez en défendant donc la notion de travailleur du sexe. Moi je m'interroge sur plusieurs éléments, c'est-à-dire que effectivement vous présentez vos propositions ou en tout cas votre opposition à la loi en disant finalement on ne peut rien interdire ou on ne peut pas interdire le commerce du sexe entre adultes consentants. Mais je trouve que autant j'ai partagé votre exposé sur la nécessité effectivement d'envisager des mesures sociales, hein, que vous avez enfin, comment dirais-je, vous avez mis en accusation la société dans laquelle on est par rapport à la précarité, par rapport aux difficultés des étudiants, d'un certain nombre de femmes, etc. Je partage. Mais ce qui me pose problème, moi, qu'est-ce que ça veut dire entre adultes consentants? Parce qu'on n'est pas dans une société de bisounours. Il y a effectivement des gens qui souffrent de traite. Et ce que je me pose comme question, c'est que vous semblez défendre en fait une minorité de personnes qui ont l'air de faire un choix. Je dis bien qui ont l'air de faire un choix parce que moi je me pose la question, c'est quoi le choix? C'est-à-dire quand on est effectivement dans une situation de précarité intense, est-ce qu'il y a parfois choix? La deuxième question que je me pose, je trouve que vous banalisez totalement la question de la traite.
Moi, je le ressens comme ça. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a négation de votre part de tout ce qui est autour des trafics, du proxénétisme, etc. Et en dépeignant les choses comme finalement, la prostitution est un métier comme un autre. Moi, je ne considère pas que la prostitution soit un métier. Il y a une opposition, c'est important de se le dire, parce que si on était ici en étant tous d'accord, ça se saurait. Et je pense qu'il faut pousser les contradictions. Pour moi, la prostitution n'est pas un métier. Et si on pousse la logique, effectivement, sur un métier, ce que vous avez, puisque vous parlez de travailleurs du sexe, de métiers, etc., effectivement, il faut des protections, il faut des droits. Et moi, je pose la question, c'était d'ailleurs des associations de jeunesse qui avaient fait un film que je trouvais assez pertinent. Mais si on pousse sur ces questions-là, alors finalement, il va falloir des formations, des spécialisations, etc. C'est-à-dire qu'on va aussi au niveau de, finalement, de là où se situent les formations, l'éducation, on va pousser en disant c'est un métier comme un autre. Et on va le proposer comme un métier parmi tant d'autres. Moi, personnellement, je suis en désaccord sur cette notion-là. Et puis, je ne pense pas qu'il faille parler d'idéologie. Je pense qu'il faut essayer effectivement de réfléchir à plusieurs notions, c'est-à-dire comment est-ce qu'on crée des lois pour empêcher les trafics, comment est-ce que par rapport aux personnes qui sont en situation de prostitution, on crée des conditions de sortie de la prostitution. Et comment est-ce que la loi, quand on légifère, c'est pour la majorité des personnes. Donc comment est-ce qu'on trouve la loi qui va être la plus protectrice et qui va non pas, moi je suis pas du tout pour le tout répression, c'est pas du tout mon truc et voilà, mais c'est comment est-ce qu'on crée les conditions de cette sortie qui pour moi est une exploitation. La prostitution pour moi est une exploitation. Voilà. Donc des questions, il y a des associations comme vous qui défendez effectivement la prostitution comme un travail comme un autre, il y en a d'autres comme le NI qui ont des points de vue différents et qu'on va également auditionner. Donc voilà, moi je trouve que dans votre propos d'exposition, vous banalisez vraiment tout ce qui est au travers du trafic et des sommes considérables que la prostitution génère. Et je terminerai mon propos par une chose, alors je ne sais pas si on peut légiférer, ce que je conçois, c'est qu'effectivement, je trouve que quelque part, l'État a une certaine complicité, puisque j'ai appris assez récemment que finalement, eh bien, les proxénètes avaient et pouvaient payer des impôts sur ce qu'ils touchaient du fruit de la prostitution, ce que je trouve une hypocrisie absolument terrible et sur laquelle il faudrait effectivement légiférer. Alors, je vais donner la parole à Monsieur Bécaud. Merci, Président. Pour qu'il puisse répondre. Oui, moi, quelques réflexions seulement. Moi, je suis plus inquiet finalement sur l'argent que se fait les proxénètes à partir de la prostitution, c'est-à-dire à partir des victimes, puisque c'est bien de cela, pour moi, dont il s'agit. Alors, je dirais, la question que je poserais, est-ce qu'il y a, on nous dit 90% sont sous l'emprise d'un proxénète. Est-ce qu'il y a des travailleuses du sexe qui sont indépendantes, qui le font quand elles le souhaitent, comme elles le souhaitent? Est-ce que cela existe? Parce que très souvent, on nous dit non. Deuxième chose, parce que ce n'est pas, vous comprenez, pour nous, législateurs, c'est quand même difficile de penser que certains se ramassent des fortunes sur le dos de certains garçons ou de certaines filles. Et ça, on comprend mal. Et pour cette raison, moi je pense que là, il y a une réflexion qu'il faut que nous menions. Ensuite, quand on nous dit, officiellement, il y a 20 000 prostituées en France. Est-ce vrai? Est-ce beaucoup plus? Est-ce moins? Est-ce que vous avez des chiffres plus précis? Et puis enfin, comment pouvez-vous nous expliquer
le client, moi je comprends le client, vous ne souhaitez pas qu'il soit pénalisé, et je comprends aussi votre souci de se dire il faut, parce que il y a une protection pour vous, pour votre vie, donc il faut que nous soyons protégés, et nous préférons que nous puissions travailler à la vue de tout le monde que d'aller se cacher dans un endroit afin de servir son client. Et ça, nous le comprenons bien. Mais dans ce cadre-là, que pouvons-nous faire? C'est-à-dire, si elle est indépendante, moi je dis, on se pose la question, on se dit, on sait bien qu'on ne réglera pas tout à travers cette loi, mais ce que l'on essaie, c'est de voir comment on peut en même temps protéger un certain nombre de garçons ou de filles qui sont dans ce domaine-là, qui sont travailleuses du sexe. Merci, mon cher collègue. Est-ce qu'il y a d'autres collègues qui souhaitent poser une question? Monsieur Richard Young. Oui, merci. Oui, je voulais dire que vous m'avez semblé assez sévère avec cette PPL. Parce que, à part l'aspect pénalisation qui occupe beaucoup, il y a beaucoup d'autres aspects, beaucoup d'autres points qui sont, bon, parfois insuffisants, qui ne vont pas assez loin, certainement, mais qui représentent quand même, me semble-t-il, des progrès. Mais beaucoup de choses se focalisent sur la pénalisation. Moi, je ne rentre pas dans les débats. Voilà. Par contre, je suis sensible à l'argument que la pénalisation ne résoudra finalement pas le problème qui est de supprimer, au fond, la prostitution sous ses formes féminine et masculine, parce qu'on parle toujours de prostitution féminine, on parle peu de masculine, mais que par contre, elle a un risque important de dégradation des conditions de vie ce que vous avez appelé les travailleurs du sexe. C'est-à-dire que vous revendiquez au fond cette position, le fait d'être des travailleurs, vous avez un syndicat, etc. Donc dégradation, on le voit bien, on l'a bien vu avec le racolage qui a eu comme conséquence effectivement une dégradation et dégradation de la santé publique. Ça, je dois dire que j'avais pas bien senti cet aspect-là, mais je suis assez sensible à ce point-là. Voilà, moi c'était les remarques que je voulais faire à ce stade-là. Bien, mes chers collègues, je n'ajouterai pas de questions en ma qualité de président, surtout que nous sommes déjà rencontrés plusieurs fois lors de la mission sénatoriale. Je vais laisser la parole, donc, je pense, à Madame Merteuil pour répondre aux questions, puis si vous souhaitez ensuite, voilà. Donc je vous donne la parole, vous ouvrez votre micro, Madame. Merci. La personne est partie, mais il y avait une première question sur la notion de maison close, pas maison close, il faut des devoirs, il faut quand même qu'on puisse vous encadrer quelque part, etc. Faut savoir de quoi on parle. Il y a plusieurs modèles juridiques. Dans la question qui m'a été posée, on peut la lire comme une référence notamment à ce qu'on appelle le modèle allemand. C'est-à-dire la légalisation des bordels. Elle est présentée comme une légalisation de la prostitution et du coup qui aurait mené à une légalisation qui, dans les faits, se traduit par une légalisation des bordels, avec dans les conditions pas très bonnes qu'on connaît, notamment dans le cadre de gros Eros Center où il y a 150 filles qui travaillent et où c'est juste des usines à putes et où les conditions de travail sont pas toujours très bonnes. Parce que c'est comme les conditions de travail dans d'autres industries, les conditions de travail pour les travailleurs de manière générale sont mauvaises. Je ne veux pas dire que le travail du sexe est comme un autre travail, j'y répondrai après. Juste les conditions de travail sont mauvaises. Et en effet, je considère que des mauvaises conditions de travail dans l'industrie du sexe, c'est pire que des mauvaises conditions de travail ailleurs. Le problème donc avec ce qu'on appelle ce modèle allemand, c'est que en fait il ne s'agit pas du tout d'une légalisation. Il s'agit d'autoriser la prostitution dans certains lieux pour certaines personnes qui répondent à un certain profil et qui sont du coup très nombreuses, qui sont les travailleuses allemandes avec des papiers femmes, cis, genre.
et qui laisse du coup sur le carreau la majorité des personnes qui se prostituent, notamment les personnes migrantes et un certain nombre de personnes qui, par leurs conditions de vie, leur statut, n'ont pas accès aux protections qu'est censé offrir ce régime. Et finalement, c'est un régime qui en réalité est très prohibitionniste, puisque il y a une pseudo-légalisation au niveau fédéral, mais après, en réalité, c'est comme nous avec notre histoire du racolage et des arrêtés municipaux. Localement, il y a plein de restrictions à cette légalisation. Si vous allez en Bavière, vous ne verrez pas de prostituées en Bavière. Il n'y a pas de bordel en Bavière, il n'y a pas de racolage en Bavière. Il y a de la prostitution, mais très clandestine. Et du coup, quand on parle de l'Allemagne, de quoi on parle, de quelle partie de l'Allemagne on parle, parce qu'il n'y a pas un régime général en Allemagne. Et quand on parle d'ouvrir les maisons closes, très souvent, il s'agit d'aller vers un modèle comme ça, où on va ouvrir certains lieux dédiés au travail du sexe, mais où tous les autres resteront prohibés. Et où du coup on est dans un modèle de prostitution à 2 niveaux, avec une petite partie légale et l'immense majorité qui reste dans la clandestinité. Donc nous, on propose un autre modèle qui est le modèle néo-zélandais. Je laisserai Thierry en parler plus longuement tout à l'heure. Je voulais finir de répondre à d'autres questions qui ont été posées, notamment l'argumentaire de Madame Cohen. En fait, je vous demande à quel moment vous avez entendu dans notre bouche la notion de travail comme un autre. À quel moment? Parce qu'on a parlé à nous deux, je pense, 40 minutes. Si on avait voulu la dire, je pense qu'on aurait eu l'occasion d'utiliser cette notion. L'a-t-on utilisée? A-t-on parlé de professionnalisation du travail du sexe? Non. On parle de travail du sexe parce que c'est le terme qui, internationalement, dans toutes les instances internationales, que ce soit de santé, de droits humains, Human Rights Watch, Amnesty International, les instances de l'ONU, parlent de sex work parce que c'est le terme qui permet de mieux représenter la grande diversité des personnes qui, pour une raison ou pour une autre, sont amenées à échanger des services sexuels contre de l'argent. C'est une notion qui permet d'appréhender la situation de ces personnes-là d'un point de vue de droit et non pas d'un point de vue pathologique. C'est pour cette raison que le terme de sex worker, traduit en français par travailleur du sexe, est utilisé internationalement et que nous, on l'utilise. Des notions telles que travail comme un autre, on ne les a jamais prononcées, tout simplement parce qu'on ne sait pas ce que c'est qu'un travail comme un autre. Est-ce que député, c'est un travail comme être éboueur? Je ne pense pas. Et ben, être travailleur du sexe, c'est pas un métier comme être député, ce qui explique certaines choses, certainement, mais personne n'a jamais parlé de ça. Vous parlez de professionnalisation, de formation. Il y a plein de métiers où c'est pas professionnalisé, où il n'y a pas de formation. Je sais pas, c'est la théorie des dominants, quoi. C'est la théorie comme les homophobes. Si on légalise le mariage, on légalise la pédophilie. Bon, bah, si on arrête de criminaliser les putes, on légalise les formations à Pôle Emploi. Il n'y a aucun lien logique, il n'y a aucune preuve. Jamais ça n'a été fait dans aucun pays. Juste à un moment, on peut peut-être arrêter de plonger le débat vers le bas, de parler de faits, de parler de preuves scientifiques, plutôt que de partir dans des délires paranoïaques comme vous le faites. Je suis désolée, j'ai pas d'autres mots, parce que personne ne parle de ce que vous dites. Personne ne parle de ce que vous dites. Donc, soit vous répondez sur ce qu'on dit, soit vous répondez sur ce qu'on dit, soit on ne discute pas ensemble, mais vous répondez sur des choses qu'on ne dit pas. Donc, dans ce cadre-là, je ne comprends pas l'intérêt du débat si vous n'écoutez pas ce qu'on dit, en fait. Un autre point sur lequel je voulais revenir, c'est que vous laissez entendre que les intérêts donc de l'immense majorité qui serait victime s'opposeraient à ceux de la minorité. Nous, on n'a jamais admis cette distinction, tout simplement parce qu'on considère que les intérêts des femmes ne s'opposent pas entre eux et que des bonnes conditions de travail pour les personnes qui veulent continuer impliquent la possibilité d'arrêter, implique la possibilité d'être protégé contre le travail forcé. Il n'y a pas d'un côté les victimes, de l'autre les putes libres et indépendantes. Il y a des personnes qui sont dans un parcours. Il y a des personnes qui, à une étape de ce parcours, vont être exploitées, à un meilleur moment avoir des meilleures conditions de travail. Moi, j'ai commencé en
bordel clandestin. Bon, j'avais un patron, c'était un proxénète. Bon, bah maintenant, j'en ai plus. Mais en même temps, est-ce que j'ai quand même pas un proxénète parce que je donne du fric à un site internet? Et selon la définition légale, c'est un proxénète. Donc, pour répondre à votre question sur y a-t-il des personnes sans proxénète, quelle est la définition de proxénète? Aujourd'hui, la définition de proxénète est tellement large dans la loi qu'elle implique une personne avec qui je partagerai mon logement. Elle implique toute personne qui va participer à l'exercice de mon activité. Je vous invite à relire le code pénal. Hein. Il y a les notions. Cette personne n'a pas besoin de bénéficier de mes revenus. Cette personne n'a pas besoin d'user de violence ou de menaces. Toute personne qui aujourd'hui est en contact avec une travailleuse du sexe et l'aide ou soutient, en tout cas ne condamne pas son activité que ce soit en lui offrant un lieu de travail donc physique, un logement, mais même si c'est juste un prêt à titre gracieux et gratuit, ou que ce soit un lieu de travail virtuel comme Internet, cette personne est un proxénète. Donc, moi j'ai envie de dire, oui, j'en ai 4 ou 5 des proxénètes. Maintenant, parce qu'il y a 4 ou 5 services que je paye pour pouvoir annoncer. Est-ce que ça fait moi une victime de proxénétisme au sens où on l'entend? Je ne pense pas. Mais c'est ce qui explique que les chiffres sur le proxénétisme soient si hauts. Et donc, pour expliquer que ces histoires de majorité, minorité, il ne faut pas présenter les choses comme ça. Il y a des femmes voilà, qui, dans leur vie, vont des fois être victimes de violences. Mais leurs intérêts ne s'opposent pas aux intérêts des femmes qui ne sont pas victimes de violences. Notre but, il est tous le même. On est tous pour combattre l'exploitation, parce que on en voit des personnes qui sont victimes d'exploitation, on en voit des personnes, mais c'est pas si... c'est des schémas qui peuvent être très différents. Ça peut être de la violence conjugale, ça peut être des arnaques en tout genre, ça peut être des violences physiques, ça peut être des viols, ça peut être des tentatives d'assassinat. Maintenant, il y a un contexte qui favorise ces violences et sur ce contexte qu'il faut agir. La prohibition ne permet pas d'agir sur ce contexte de manière favorable. Maintenant, dire qu'on banalise des questions comme la traite, je ne pense pas, juste on demande à les repenser différemment pour les repenser de manière plus efficace. Parce que c'est certainement pas en amalgamant un grand nombre de situations différentes sous une situation qui serait unique et représentative du coup, on offre une solution pour ce qui est censé être un schéma, sauf que non, les schémas, ils sont très différents. Les personnes ont besoin d'accompagnement personnalisé parce que elles n'ont pas toutes les mêmes désirs, elles n'ont pas toutes les mêmes besoins, elles n'ont pas toutes le même statut et on ne peut pas prétendre que une solution couvrirait la majorité des cas, parce qu'il n'y a pas de majorité. Il y a un ensemble, il y a toute une diversité, il y a tout un continuum entre plus ou moins de violence, plus ou moins d'exploitation. Et il faut vraiment, je pense, arrêter, il faut vraiment sortir de cette logique binaire qui, comme toute logique binaire, n'aide pas à penser la complexité des problèmes et donc n'aide pas à y apporter des solutions. Voilà, ce qui explique que ça fait 40 ans qu'on essaye de trouver des réponses à la prostitution parce qu'on les pose toujours en des termes qui ne permettent pas d'appréhender la réalité et sa complexité. Bien. Mes chers collègues, je lèverai la séance à 12h45, donc je vais donner la parole, parce que nous avons des auditions cet après-midi également. Vous souhaitez prendre la parole? Oui, oui, je vais essayer de compléter sur des... Parce qu'on n'a pas répondu sur tout. Vous partagez un peu le temps, s'il vous plaît. Bon, je vais essayer d'être rapide. Par rapport aux chiffres, en France, il n'y a pas d'études. Hein, donc, il y a effectivement un rapport parlementaire qui parle de 90% de victimes sans s'appuyer sur aucune base scientifique. Par contre, dans certains pays voisins, il y a des études. Donc là, par contre, c'est entre 1 et 10% de victimes de la traite sur l'ensemble de l'industrie du sexe ou sur la population migrante. Voilà. Donc on voit bien qu'il y a quand même une grosse différence entre nos pays voisins et ce qui est affirmé ici en France sans aucune base scientifique. Sur la question des maisons closes, bon, effectivement, je ne vais pas forcément revenir sur tout ce que Morgane a dit, mais en gros, nous, on ne veut pas être forcé on veut conserver le choix de nos pratiques, de nos clients, de l'endroit où on travaille. On ne veut pas avoir un patron qui nous dise ce qu'on doit faire et qui limite nos choix. Donc, c'est pas ce modèle-là qu'on défend du tout. On défend le droit de travailler à plusieurs et en intérieur parce que pour notre sécurité, effectivement, c'est une façon de travailler dans de meilleures conditions. Mais ça ne veut pas dire qu'il faille avoir un patron qui
qui nous contrôle pour que tout se passe bien. On est très bien capable de s'auto-organiser. Voilà, enfin, je veux dire, il y a les avocats et les médecins, ils sont capables de travailler en cabinet d'avocats, enfin, de s'organiser à plusieurs pour pour travailler. On pourrait très bien nous-mêmes travailler dans des conditions similaires. Morgane m'a demandé de parler de la Nouvelle-Zélande. Effectivement, la Nouvelle-Zélande, c'est un pays qui a dépénalisé le travail sexuel. Donc, il n'y a pas de réglementation spécifique qui nous exclurait du droit commun et qui, par ailleurs, maintiendrait une forme de prohibition sur des formes de travail sexuel qui ne rentreraient pas dans le cadre réglementaire. Nous, l'idée, c'est que on défend le droit commun et l'égalité de droit avec les autres travailleurs. Donc, on ne veut pas de dispositions spécifiques, simplement ne pas être pénalisé. Donc, c'est ce qui se passe en Nouvelle-Zélande, c'est ce qui se passe aussi, par exemple, en Nouvelle-Galles du Sud, qui est un État du sud-est de l'Australie. Je parle de cet État parce que on a noté que, par exemple, il y avait 0 cas de transmission VIH entre les travailleurs du sexe et leurs clients en Nouvelle-Galles du Sud depuis le début de l'épidémie VIH. Il faut savoir que c'est à la fin des années 70 que la Nouvelle-Galles du Sud a dépénalisé le travail sexuel, que c'est un pays riche, l'Australie, qu'il y a accès aux soins, etc. Donc c'est peut-être un modèle en termes de santé en direction des travailleurs du sexe. Il y avait une question sur le racolage et les nuisances. Ce qui était drôle, c'est que la sénatrice a parlé de nuisances de bruit, tapage nocturne, ce genre de choses. En fait, toutes ces nuisances-là, elles sont déjà pénalisées par le droit. Il y a déjà des lois contre le tapage nocturne, il y a déjà des lois contre le jet de détritus, il y a déjà plein de lois pour pénaliser ces nuisances-là. Il n'y a pas besoin de créer une loi spécifique qui vise simplement à interdire notre visibilité et notre présence dans l'espace public. Voilà, c'est-à-dire que cette loi, ce qu'elle a pour but, c'est de dire que telle catégorie de personnes n'a pas le droit d'être dans la rue. C'est ça le racolage. Et ça, c'est discriminatoire. Je ne vois pas comment, je ne sais pas si vous imaginez n'importe quel autre groupe de la population où on dirait, vous n'avez pas le droit d'être dans la rue. C'est ça que ça veut dire le racolage. Et je vous laisse imaginer l'arbitraire policier qu'il y a autour. Parce que c'est la police qui caractérise le délit de racolage ou pas. Et donc, je ne vais pas aller non plus sur la corruption policière et tout ça, mais il y en a aussi. Il y avait une question sur la notion de consentement, de choix, etc. Nous, on n'a jamais parlé de choix, parce qu'on considère que le travail en tant que tel, ce n'est pas un choix. Par contre, effectivement, c'est pas parce que les travailleurs sont pas tous des bourgeois ou des classes moyennes et qui choisissent pas tous le métier qu'ils veulent exercer que pour autant il faut nier leur capacité de prendre des décisions en tant qu'adultes. Et c'est quand bien même on serait sans papier, quand bien même on est précaire, quand bien même on est une situation, la pire situation que vous pouvez imaginer, on peut pas nous retirer notre capacité de prendre des décisions. Et c'est ça que la loi vise à faire. Parce que si on fait ça, en fait, on ne prend plus en compte nos propres stratégies individuelles et collectives pour pouvoir nous en sortir. Et ça veut dire qu'on juge que non, ça c'est allez vous faire exploiter ailleurs. C'est ça en fait ce qu'on est en train de nous dire. Bah, nous on considère qu'il y a peut-être des exploitations qui sont pires que le travail sexuel et que même si effectivement tout le monde, il y a plein de gens qui vous diront oui le travail sexuel c'est pas mon choix premier, mais en même temps dans la situation actuelle c'est ce qu'il y a de mieux et c'est peut-être le métier qu'on préfère. Et souvent, d'ailleurs, on a exercé d'autres métiers avant d'exercer le travail sexuel, y compris les migrantes. Par exemple, il y a beaucoup de migrantes qui vont faire le travail domestique le jour et la nuit, elles vont faire le travail sexuel. Donc, on ne peut pas non plus nier comme ça. Et en fait, je pense que c'est ça le problème, c'est qu'on est en train sous des prétextes idéologiques que la prostitution ne peut pas être un choix, machin, et qu'il faut lutter contre la prostitution et que c'est mal, bah, du coup, on est en train de se désintéresser complètement du vécu des personnes. Donc pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas le mot prostitution par exemple? C'est parce que c'est un mot qui pour nous est stigmatisant. D'accord. Alors bon, c'est dommage parce qu'il y a encore plein de trucs à dire. Le mot travail sexuel, c'est effectivement pour l'accès aux droits, etc. Minorité-majorité, je dirais que on a fait le mariage pour tous pour le droit d'une minorité. Les homophobes disaient qu'il ne faut pas faire des droits pour la minorité. Bah si, le but de la démocratie, c'est aussi de défendre les minorités. Et par ailleurs, cette notion de minorité-majorité, de majorité silencieuse, etc., c'est des notions qui recouvrent pas nos réalités. Dans notre syndicat, il y a des personnes qui ont été victimes de la traite, qui continuent à lutter pour leurs droits, et c'est des situations qui sont pas genre d'un côté il y a les victimes, de l'autre il y a les personnes libres. Non, il y a plusieurs situations, il y a des nuances, et il faut prendre en compte la complexité des choses. Dans la réalité. On parle de proxénétisme. Ce que j'aimerais dire par rapport à ça, c'est que le plus grand proxénète en France, c'est l'État.
Et ça, c'est quelque chose qu'on a dit depuis les années 70, on a toujours dit ça. Les plus grandes violences commises contre nous, les plus grandes extorsions de revenus contre nous, tout ça, c'est l'État. Donc si vous voulez parler de lutte contre le proxénétisme, peut-être qu'il faudrait remettre en cause les discriminations légales qui existent avec les lois actuelles. Et par ailleurs, le dernier point, les clients qui vont voir des personnes vulnérables sont déjà pénalisés par la loi. Il y a les clients qui vont voir des personnes mineures ou en situation de vulnérabilité sont déjà pénalisés par la loi, sauf que cette loi n'est pas appliquée. Donc déjà, on pourrait évaluer ce qui existe déjà et se rendre compte qu'en fait, cette pénalisation qui existe déjà pour une catégorie des travailleurs du sexe, elle est pas appliquée, elle est inefficace, elle ne marche pas. Donc là, on est en train d'envisager de généraliser la pénalisation des clients pour tous les travailleurs du sexe, y compris des personnes qui ne sont pas victimes de la traite. Parce qu'en fait, les clients des victimes de la traite sont déjà pénalisés aujourd'hui avec cette loi. Enfin, je crois que c'est Madame Royal qui avait fait cette loi au début des années 2000. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à peu près. Je vais donner la parole quelques instants à Madame Lhuillier et après, on va lever la séance. J'ai quelques informations à vous donner avant que vous partiez. Non, ça va être très rapide. Donc effectivement, oui, pour terminer, il n'y a pas une prostitution. C'est pas pour rien que le rapport de l'IGAS s'intitule prostitution avec un S au pluriel. Il y a une multitude de situations, de parcours, et c'est pas une seule loi, et surtout pas celle-là, qui va pouvoir y répondre. Madame Cohen, je vous parlais des questions de traite et tout. Je pense que personne ici ne nie la proportion de travailleuses du sexe contraintes. Je dis travailleuses du sexe puisque Morgane a déjà cité les instances internationales qui ont employé ce terme. Moi, je vais me rapporter à une que je connais bien, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui utilise le mot sex worker. Enfin, il n'y a vraiment qu'en France que ça choque. Donc, concernant les victimes de la traite, quand vous aurez pénalisé les clients, qu'est-ce qui va se passer pour les victimes de la traite? Les associations ne pourront plus atteindre ces personnes, ne pourront plus leur donner de matériel de prévention et elles vont se contaminer. Et ou comme il y aura peut-être un petit peu moins de clients, elles seront peut-être plus tentées d'accepter les passes sans préservatif. Voilà. C'est pas en pénalisant les clients que vous allez sortir les personnes auxquelles vous pensez que vous prétendez protéger des réseaux dont elles sont victimes. Voilà. Par ailleurs, je pense que ce serait vraiment bien d'arrêter de caricaturer systématiquement les propos qui ne vont pas dans le sens des abolitionnistes. C'est pas parce qu'on est opposé à la pénalisation des clients pour des questions d'accès aux droits communs et de santé publique qu'on est favorable à des BEP fellation, comme ça s'est vu ou comme ça s'est entendu. Voilà. Je pense qu'on est tous entre adultes et qu'on a tous un discours respectable. Et ce serait bien de pas systématiquement grossir le trait, le caricaturer. La question des contaminations VIH et IST est bien trop sérieuse pour ça. Voilà pour cette table ronde organisée par la commission spéciale sur la lutte contre le système prostitutionnel et qui a donc auditionné des représentants d'associations, d'Act Up Paris, également des représentants du syndicat du travail sexuel. Vous pouvez bien sûr toujours voir et revoir toutes les tables rondes et toutes les auditions sur notre site sur publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.